sommes au Consulat général d'Italie à Paris et je me trouve en compagnie de Daniela Gennaro, laquelle est provisaire de l'Ufficio Scolastico Consolare, c'est le bureau consulaire qui s'occupe justement des problèmes scolaires et pédagogiques. Ses compétences concernent bien sûr les sections italiennes du lycée international de Saint-Germain-en-Laye, du lycée-collège Balzac et également des cours d'italien dans les écoles françaises. Donc ce sont des compétences vastes. Plus précisément, de quoi s'agit-il? Quel est votre emploi du temps quotidien? Bon, l'emploi du temps est dense. Les compétences sont plusieurs. Et oui, je m'occupe des sections italiennes dans les lycées internationaux, donc Balzac et Saint-Germain-en-Laye, et puis les corsi, qui sont des cours d'italien langue vivante ou ELCO dans les collèges et dans les écoles, donc du primaire de Paris. Nos étudiants sont plus ou moins 3000 et les écoles concernées sont plus ou moins 20 écoles élémentaires et une dizaine de collèges de Paris. Et les corsi ont commencé vers les années 70 à cause de ces cours qui s'appelaient ELCO, ça veut dire langue et culture d'origine, qui servaient à soutenir la scolarité des enfants des Italiens qui migraient en France. Donc c'est quelque chose qui est lié au phénomène de migration qui ont eu cours pendant tout le siècle dernier et qui se sont concrétisés à partir des années 70 dans ces corsi. Donc je gère un peu le personnel du ministère des Affaires étrangères, donc c'est du personnel envoyé de l'Italie, qui a passé un concours en Italie et qui enseigne ici en France langue et culture italienne à de différents niveaux dans les écoles publiques françaises. Donc françaises de toutes. Moi, je m'occupe de la circonscription consulaire de Paris. Ça veut dire de Paris jusqu'à Lille. Donc tout le nord de la France. J'ai des enseignants. C'est environ, je crois, un tiers du territoire français. C'est un environnement assez vaste. Oui, c'est un environnement assez vaste. Là où vous faisiez allusion aux cours créés pour aider l'intégration des Italiens émigrés en France, mais je crois que dans ces dernières années, il y a eu aussi un autre phénomène, c'est-à-dire celui des Italiens de deuxième, de troisième génération souhaitant apprendre l'italien, renouer avec leurs racines italiennes. Oui, donc, et c'est exactement cette évolution, ce type d'évolution que les corsi ont suivi. À partir de leur vocation de corsi qui était adressée aux enfants de migrants, petit à petit sont devenus des cours de langue et culture italienne à l'intérieur des écoles. Soit pour les enfants qui désiraient s'intégrer ici en France, soit pour les enfants qui envisageaient la possibilité de rentrer en Italie. Et la différence entre ces cours de première et deuxième génération, donc deux ELCO qui étaient des cours en-delà, extracurriculaire, donc qui était en dehors de l'emploi du temps français, de l'école française. Maintenant, les cours sur Paris sont intégrés dans l'emploi du temps de l'école française, donc nos enseignants sont des enseignants de langue culture italienne natif. Donc ce n'est pas un enseignant français qui apprend aux étudiants une langue et culture qui n'est pas la sienne, comme l'anglais ou l'allemand, etc. Mais c'est des natifs qui apprennent aux élèves leur langue et leur culture, à l'intérieur d'un emploi du temps totalement français.
Tout à fait. Est-ce que votre expérience vous permet de comparer les méthodes pédagogiques italiennes et françaises? Ben, bien sûr, la pédagogie italienne et la pédagogie française est différente parce qu'elle s'encadre dans des décors, on peut dire comme ça, très différents. L'école française est beaucoup plus stricte, ça veut dire elle demande de suivre des règles strictes. Les enfants sont évalués par rapport même au reste de la classe. Ils doivent passer très souvent des concours pour passer d'un ordre d'école au suivant. Et donc il y a une évaluation sur 20 qui est beaucoup plus stricte de l'évaluation italienne. Je veux dire que le système italien est un peu plus souple. L'évaluation se fait sur 10. Les moments d'évaluation sont moins nombreux. Donc le stress des élèves est un peu inférieur, car le stress est surtout lié à des moments d'évaluation formelle. Nous, on préfère une évaluation informelle, ça veut dire tout au long des moments de l'apprentissage. C'est-à-dire que, suivant la méthode italienne, on fait moins la comparaison entre les niveaux des différents élèves, de façon tout à fait. créer le meilleur de la classe qui est considéré comme un génie, et de l'autre côté, le moins bon de la classe qui est considéré, je ne veux pas dire comme idiot, mais enfin de toute manière comme... Les Italiens ont plus tendance à nuancer les différences, oui, tout à fait. et peut-être à encourager ceux qui font un effort pour atteindre le niveau optimal. Oui, c'est pour cela que l'on fait. En tout cas, le but est celui-là, c'est de ne pas trop décourager les enfants soi-disant faibles par rapport aux autres soi-disant forts. Le risque de ce système poussé à l'extrême, c'est de démotiver les meilleurs. Enfin, bon. Oui, voilà. Et à mon avis, comme très souvent dans la vie, la voie la meilleure est au centre des deux extrêmes. Moi, je pense que oui, il faut qu'il est préférable que les élèves ne soient pas trop souvent évalués de cette façon si formelle et donc si auto-évaluative, donc qui donne aussi aux élèves une image d'eux-mêmes très un peu stricte pour un garçon qui est encore très jeune et qui doit apprendre petit à petit à s'auto-évaluer. Voilà, donc vous défendez la méthode italienne, mais en même temps vous pensez qu'une synthèse des deux serait peut-être nous on est le côté italien des écoles françaises, donc comme nous on est porteur d'une certaine langue et culture dans le monde, même à l'intérieur des écoles on fait un peu le même, on joue un peu le même rôle. Voilà, permettez-moi de vous poser une question tout à fait ponctuelle, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'OIB? Je crois que ce sigle signifie Option internationale de baccalauréat. Mais au juste, de quoi s'agit-il? Alors, à la fin des études dans des écoles, dans des lycées internationaux, la France délivre aux étudiants un titre qui s'appelle OIB. C'est l'option internationale de baccalauréat qui est un titre français à option internationale, mais qui appartient tout à fait à la France. Ça, je le dis à la différence d'un titre beaucoup plus récent et qui a un peu l'évolution de l'OIB, qui s'appelle les ABAC, qui est un titre qui a été le fils d'accords bilatéraux entre l'Italie et la France et qui est un diplôme des deux pays.
c'est un diplôme qui a sa valeur en Italie et en France. Donc, les ABAC, a une valeur binationale et l'OIB a une valeur française à option internationale, mais c'est un titre français. Est-ce que vous constatez un intérêt croissant face à la langue italienne? Moi, j'ai l'impression, depuis d'autres observatoires dont je dispose, que depuis que le français est moins étudié en Italie, il y a davantage de Français qui, aussi pour des raisons professionnelles, étudient l'italien. Et c'est là en considération du volume colossal des échanges culturels et économiques entre les deux pays. Bien sûr. Oui, il y a cette croissance régulière et inarrêtable, et face à laquelle nous, on essaye de répondre à la demande d'italien dans les écoles françaises dans la mesure de nos possibilités. C'est vrai que les Français ont toujours, je ne veux pas dire subi un charme italien, mais c'est vrai que les Français en général adorent l'Italie, et donc il y a de plus en plus de familles qui poussent les enfants à étudier la langue et la culture italienne. Oui, ça est dû à des rapports qui sont toujours plus intenses, à des rapports, et puis à ce respect culturel qui a toujours, je crois, uni la France et l'Italie. On a beaucoup de ressemblances, les langues se ressemblent aussi, nos cultures se rassemblent et se respectent beaucoup. Donc oui, c'est vrai, il y a cette énorme croissance. On espère tous les ans d'avoir un peu plus de moyens pour pouvoir mettre en place plus de cours, plus de sections internationales, et face à cette demande. Vous me semblez tout à fait enthousiaste de ce travail. Moi, je fais un travail merveilleux. Et donc, je me considère une personne qui a eu beaucoup, beaucoup de chance. Merci, Daniela Gennaro. Merci à vous. Je suis au lycée international de Saint-Germain-en-Laye en compagnie de son proviseur Joël Bianco, en compagnie du professeur Salvatore Pugliese, qui est le coordinateur des cours de la section italienne, et en compagnie également de Paola Rosales, présidente de l'APESI. APESI veut dire Association Parents d'élèves, section italienne. Donc, d'abord, le professeur, qui d'ailleurs est, si je ne me trompe, d'origine italienne. Donc, il vit actuellement une expérience fort intéressante pour quelqu'un qui s'occupe de pédagogie et qui fait ce métier, car le lycée international de Saint-Germain-en-Laye est quelque chose de grandiose. Là, vraiment, en arrivant, on reste assez étonné par l'importance de cet immeuble, de cette structure. C'est un lycée qui comprend 14 sections étrangères. Oui, si on considère qu'il y en a une, la néerlandaise, qui est belge et néerlandaise, donc en fait 13, et on peut dire 14 au total. Bientôt, d'ailleurs, la 14e devrait arriver avec les Chinois, si tout se passe comme prévu. On a toujours un problème de place ici, parce que c'est un établissement qui est très demandé, qui est un peu à l'étroit dans ces bâtiments. Mais pour revenir à ce que vous disiez au début, quand on arrive dans cet établissement, on est vraiment, en tant que chef d'établissement, que proviseur, on est très vite sous le charme en fait. C'est une dimension, comment dire, le métier de chef d'établissement, de proviseur, c'est un métier qui est très varié. Il y a beaucoup de dimensions. Mais là, en arrivant au lycée international, on découvre qu'il y a encore une dimension supplémentaire qu'il n'y a pas ailleurs quand on exerce ce métier, dans d'autres lycées. C'est vraiment à part ici.
Oui, donc c'est une école qui propose des cours qui vont de l'école maternelle jusqu'au bac. Oui. Donc le cours scolaire complet, disons, hein, et qui dessert un vaste bassin géographique. Oui. Disons que pour des familles habitant le plein centre de Paris, alors ça, ce ne serait pas tellement, je pense, pas tellement commode. Oui, non, c'est compliqué. Ouais. Nous en avons quelques-unes, mais très très rares. Ouais. En fait, les gens s'organisent finalement autour, en fonction du lycée. On a l'impression que, et ça c'est assez original, ici, cet établissement influe sur les implantations des gens, c'est-à-dire à la fois des entreprises, mais aussi des familles. C'est-à-dire que les familles viennent s'installer le plus près possible. Ça a d'ailleurs des répercussions sur les prix de l'immobilier, hein, pour ne pas être trop loin du lycée. Ah voilà, donc cela fait que les prix de l'immobilier ont augmenté par rapport, oui, c'est favorisé, disons, là aussi, quand quand je suis arrivé, j'ai regardé en me promenant dans la ville les vitrines des agents immobiliers. Et on voit que quand il y a des biens à vendre ou à louer, souvent l'argument c'est proche lycée international, proximité lycée international. Voilà. Et donc ça a vraiment... Et alors pour les entreprises, les élus me disent, et j'ai été très surpris de ça, les élus me disent c'est une des principales raisons, le lycée international, d'implantation des entreprises étrangères dans le bassin. Ah, bien sûr. Oui, parce qu'elles pensent aussi eh bien, aux enfants et à la scolarisation des enfants de leurs collaborateurs. Donc, alors, il faut bien préciser que, contrairement à l'école Leonardo da Vinci dont nous avons parlé dans un autre reportage, le lycée international de Saint-Germain-en-Laye est une école complètement française. Oui. École française qui comprend aussi des sections étrangères, donc en plus des cours français, si j'ai bien compris, il y a un certain nombre d'heures par semaine qui sont réalisées dans les différentes langues. Oui, alors en fait, c'est un modèle unique. Hein. D'abord, c'est ici que les sections internationales sont nées. C'est dans cet établissement qu'elles ont été créées, inventées en fait. Donc après, le modèle s'est un peu répandu, il a essaimé en France, mais c'est le seul lycée, établissement en France uniquement constitué de sections. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un élève qui ne soit pas rattaché à une section. Alors qu'ailleurs, en France, vous allez avoir des lycées qui ont des sections internationales, mais qui ont aussi des classes ordinaires. Le Balzac. Par exemple. Balzac, c'est l'exemple. Ici, tout élève est forcément membre d'une section. Alors ça, c'est, je trouve, une richesse parce que, et une force, parce que c'est un gage de cohérence. Ça renforce l'identité de l'établissement. Il n'y a pas ceux qui sont dans les sections et ceux qui n'y sont pas. Ils y sont tous dans les sections. Ouais. En fait, les enfants suivent un enseignement français. C'est un lycée, vous l'avez dit, français. Moi, je suis chef d'établissement français, donc je peux intervenir ici et un jour être nommé ailleurs. Bon, voilà, donc c'est un établissement de l'éducation nationale. Mais, et ça, c'est ça que je trouve intéressant, il y a ces liens, on accueille des sections qui vont assurer entre 6 et 8 heures par semaine de cours qui ne seront pas que des cours de langue renforcés. Ça va être la culture du pays partenaire qui s'invite dans le système français, qui s'invite dans le système français. Quand ils vont chez Salvatore Pugliese, ils ne sont pas avec quelqu'un qui va leur apprendre, renforcer l'italien. Ils sont dans le système éducatif italien. Or, tout ça, ça se passe ici en France. Et ça, c'est formidable. C'est formidable. Il y a aussi des liaisons et des contacts entre ceux qui fréquentent les différentes sections, j'imagine. Et cela fait qu'il y a une atmosphère très internationale, parce qu'il y a le français comme langue de base, mais puis il y a des échanges. Voilà. Ça, c'est très... Bah, ça, c'est quelque chose... ça frappe quand on arrive. C'est-à-dire quand on arrive, surtout au début, on a les sens en éveil. Donc les yeux, les oreilles, on écoute. Et bon, c'est ce que j'ai fait. Et on entend, la première chose qui frappe, c'est la diversité des publics. Il y a des petits, des grands. Il y a beaucoup aussi d'adultes. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de parents d'élèves qui sont présents.
Et c'est une très bonne chose aussi. Et on entend parler le français, mais on entend aussi parler au détour d'une phrase de nombreuses langues. Oui. Et ça, c'est quelque chose. Et les élèves dans les classes, ils sont dans des classes, je dirais normales françaises, pour les cours français. Et là, ils viennent de toutes les sections. C'est-à-dire, dans toutes les classes, vous avez au moins 8-9 nationalités, enfin sections différentes. Et beaucoup plus de nationalités, parce que dans chaque section, vous avez des gens qui sont de nationalités très diverses. Y compris des langues relativement minoritaires, comme on parlait tout à l'heure du néerlandais. Oui. Enfin, donc, il y a bien sûr l'espagnol, le portugais, l'arabe. Non, non. Ah, vous n'avez pas, non, voilà. On n'en a pas. Parce que justement, j'ai réalisé un reportage au Balzac, alors chez eux, là, ils ont l'arabe. Mais vous avez donc toutes les principales langues européennes. Oui, donc bientôt, nous avons aussi le japonais. Ah, aussi le japonais. Oui, et nous avons en fait, bon bien sûr, le point fort et le centre de gravité, c'est l'Europe, mais il y a aussi une section américaine, en plus de la section britannique. Il y a aussi une section japonaise, dont je vous l'ai dit, demain, vraisemblablement, une section chinoise. Nous avons une forte représentation des pays scandinaves aussi. Ah oui. Ah oui, parce que les Danois, les Norvégiens, les Suédois qui sont aussi en lien avec les Finlandais, donc il y a aussi une forte représentation de cet espace de l'Europe. Donc c'est une grande diversité. Il y a les Russes, effectivement, qui sont l'Europe, mais qui sont à la limite de l'Europe et puis aux confins de l'Asie. Donc voilà. Il est intéressant de constater que vous avez pratiquement deux sections anglophones, c'est-à-dire britanniques et américaines. Tout à fait, qui sont séparées. Qui sont séparées. Elles sont distinctes, oui, bien sûr. D'accord. Parce que le système scolaire, d'ailleurs, n'est pas le même. Non, puis la langue a évolué différemment. Voilà, les modes de gestion, l'histoire, la vision du monde, tout simplement. Oui. Donc c'est d'ailleurs ce qui permet d'illustrer ce que je vous disais à l'instant, à savoir qu'on n'est pas sur du renforcement de l'anglais. C'est pas de l'anglais intensif. Non, il y a de l'anglais, bien sûr, mais c'est un préalable. C'est-à-dire que les élèves qui arrivent doivent maîtriser l'anglais quasi parfaitement, comme pour la section italienne, l'italien. Mais ils vont au-delà. C'est la culture, c'est les systèmes éducatifs du pays à chaque fois. Et donc d'un côté les Britanniques, de l'autre côté les Américains. C'est pas pareil. C'est forcément différent. Et vous savez, le moment où je touche du doigt, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, l'identité internationale du lycée, c'est le jeudi matin. Le jeudi matin, tous les directeurs de section me rejoignent. On se retrouve là pour 2 heures de réunion et on parle français. Le français, c'est la langue des échanges. Alors les collègues ont des niveaux différents en français, mais chacun fait l'effort de parler français et toutes les sections sont représentées et on parle de la direction générale du lycée. Et ça n'existe pas ailleurs, quoi. Ça, voilà. C'est une expérience pour moi qui est unique. Voilà, c'était le point d'où j'étais parti, c'est-à-dire une expérience très intéressante pour quelqu'un qui travaille dans le domaine pédagogique comme vous, une très belle expérience. Voilà. Donc, vous disiez que vos réunions se tiennent en français, vous ajoutiez que les différents responsables des sections ont des niveaux différents de connaissances et de pratique de la langue française. Justement, le professeur Salvatore Pugliese m'a dit tout à l'heure qu'il préfère s'exprimer en italien. Or, il faut bien savoir que la connaissance parfaite, la maîtrise parfaite de la langue française n'est pas demandée. Ce qu'on demande aux professeurs des différentes sections, c'est d'abord le fait d'être de langue maternelle du pays. Et puis, bien sûr, une compétence pédagogique confirmée. Or, le professeur Salvatore Pugliese va s'exprimer en italien et c'est Madame Rosales qui va nous faire la grande courtoisie de fournir un résumé en français des propos du professeur Pugliese. Alors, d'abord, j'aimerais savoir qual è il numero degli allievi della sezione italiana e da quando esiste questa sezione? Allora, la sezione italiana nasce nel 1968, vi ricordo che il liceo internazionale del 1952, merci,
è una sezione di medie dimensioni, contiamo 270 alunni dalla materna fino al liceo. In più bisogna anche considerare una scuola partner, il college, le nostre medie, le Sogrie, che contano una quarantina di studenti. Quindi è una sezione che ha un suo peso storico all'interno del liceo internazionale, è riconosciuta, e molte famiglie, come diceva il proviseur prima, si trasferiscono nelle Yvelines per frequentare questo tipo di scuola, che, come diceva anche lei prima, è diversa dal Leonardo da Vinci, in quanto qui è offerto un tipo di formazione biculturale. Donc la section italienne a été fondée en 1968, alors que le lycée donc, a ouvert ses portes en 1952. Le nombre d'élèves ici est de 270 environ. Est-ce que vous arrivez à réaliser une certaine synthèse entre les méthodes pédagogiques françaises et italiennes? Si je ne me trompe, dans la section italienne, il y a des cours d'histoire, de littérature et même de langue pour les plus petits. Oui. Allora, è inevitabile che un certo condizionamento derivi dal contatto continuo che abbiamo con i colleghi sia della parte francese sia con i colleghi delle altre sezioni. Ci si confronta non spesso, per la verità, però ci si confronta molte volte sulla maniera di approcciare un argomento di tipo didattico, sui diversi modelli pedagogici. Però alla fine diventa comunque prevalente il nostro modello pedagogico, che è quello che ci viene così dalla nostra formazione in Italia, dalla nostra esperienza professionale in Italia, e forse è anche quello che chiede il Ministero a noi attori così all'estero su questo terreno. Dicevo però inevitabilmente l'influenza c'è laddove certe metodologie devono comunque essere condivise con i colleghi francesi. Ad esempio, vi ricordo che soprattutto al liceo il programma di storia è condiviso, è partagé, come si dice, cioè alcuni argomenti vengono fatti da professori francesi, altri argomenti vengono fatti da noi. In questo modo c'è un'interazione continua anche a livello proprio prettamente didattico, il tipo di prove che vengono somministrate. Qui si ama più l'aspetto così analitico, di lavorare sulle fonti. Questo sistema veniva un po' meno in Italia. In Italia si privilegia, sempre per restare sul piano della storia, l'approccio più cronologico, lineare, qui più tematico, e inevitabilmente una sintesi nasce sempre, e questo è arricchente dal punto di vista professionale. Donc, en ce qui concerne les méthodes pédagogiques et didactiques qui sont comment dire, utilisées au sein de la section italienne, c'est bien évidemment ceux qui sont comment dire, dictés par le ministère de l'Éducation nationale italien. Et donc, les professeurs ont donc, en quelque sorte, l'obligation de suivre ça. Mais la présence d'autres sections fait que, bien évidemment, les interactions entre les activités, les méthodes des différents professeurs sont inévitables, et notamment même en termes de programmes, par exemple en histoire et en géographie, il y a carrément une distribution du programme entre les sections et la partie française, ce qui fait qu'il faut réellement qu'il y ait une mise en commun comment dire, des méthodes, une discussion et parfois une confrontation sur les différentes approches. Voilà. E anche a lei chiedo se considera interessante questa esperienza sul piano professionale e personale. Assolutamente sì.
un'esperienza che dal punto di vista umano mi ha fatto maturare ulteriormente la convinzione che la diversità è un valore aggiunto e non è una divisione, e qui nel liceo internazionale c'è appunto un confronto continuo con l'altro, con le diverse visioni del mondo, con costumi diversi, e questo dà una grande apertura mentale ai nostri discenti, ai nostri ragazzi, ma anche a noi docenti. Dal punto di vista professionale, come dicevo appunto prima, si ha la possibilità così di conoscere anche altri programmi, di conoscere altri modelli pedagogici, di confrontarsi anche con contenuti diversi. Io ho invitato in più di qualche occasione colleghi di altre sezioni a tenere una lezione nel mio corso. Analogamente io sono andato a tenere una lezione sulla Divina Commedia nella sezione americana, perché quell'anno una collega mi ha chiesto di leggere Dante. Questo è estremamente fantastico. In una scuola del genere all'estero questo modello dovrebbe essere proposto dappertutto. Donc, en termes de mon expérience personnelle et personnelle, ces années ont été pour moi très enrichissantes. Déjà, du point de vue personnel, cette expérience m'a renforcé dans ma conviction que travailler dans cet environnement soit important pour l'ouverture qu'on peut avoir sur le monde, notamment pour les élèves, pour comment dire, l'approche qu'on a de manière quotidienne à la diversité, donc à sa compréhension de la diversité. Et puis, du point de vue professionnel, la constante comment dire, collaboration avec les collègues d'autres sections ont fait que mon expérience professionnelle s'est aussi enrichie. Oui, et d'ailleurs, le professeur Pugliese vient de nous raconter qu'il a été même invité par d'autres sections parce que, par exemple, l'intérêt pour Dante et pour la Divine Comédie est tel que la section américaine l'a invité pour tenir un cours. Donc, cela aussi confirme l'intérêt de l'esprit qui régit cette école, c'est-à-dire l'échange non seulement franco-étranger, mais même entre les différentes cultures étrangères qui font partie de ce projet culturel magnifique. Alors, Madame Paola Rosales, comme je le disais, elle est la présidente des parents d'élèves de la section italienne du lycée de Saint-Germain-en-Laye. Donc, déjà, cette association des parents d'élèves existe depuis combien de temps? Existe depuis 1977, donc année dans laquelle elle a été fondée, et donc depuis il y a tout un ensemble de parents d'élèves qui se succèdent, c'est des parents bénévoles bien évidemment, mais qui se succèdent de manière inlassable et s'investit pour collaborer avec d'abord les enseignants et pour organiser aussi des manifestations. Notamment, on donne notre support à la fois financier mais aussi logistique à tout ce qui est l'organisation des manifestations culturelles, conférences, théâtre, au sein de la section. Voilà, ça aussi, ça c'est très intéressant. C'est-à-dire vous organisez des manifestations culturelle franco-italienne, disons. Les parents d'élèves soutiennent les enseignants et qui organisent, eux, ces manifestations culturelles, style, la toute dernière qu'on a eue, c'était le professeur Sabatini qui est venu donner une conférence sur la langue italienne. Président d'honneur de l'Accademia della Crusca, voilà. Et donc ça, au sein de la section, bien évidemment, donc notre but, en fait, le but de l'association des parents d'élèves, c'est justement de favoriser et promouvoir tout ce type d'initiative afin de permettre à nos élèves de percer de la manière la plus profonde possible notre culture d'origine italienne. Et en même temps, nous travaillons aussi de manière transversale et supranationale aussi
avec les autres associations des parents d'élèves. Donc il y a beaucoup d'activités transversales et à ce titre notamment, il y a 2 ans de ça, nous avons fondé un groupement associatif qui regroupe toutes les associations des parents d'élèves. Il y a des réunions 3 fois par an, donc d'ailleurs cette année la présidence a été confiée à la section italienne et grâce à ça nous sommes en mesure de travailler sur des activités non spécifiques de la section, mais du lycée. On parle toujours d'activités ou de logistique liées aux activités qui sont transversales, qui concernent toutes les sections. Tout à l'heure, le professeur Pugliese a fait référence aux différences entre les méthodes pédagogiques italiennes et françaises, notamment, par exemple, dans l'enseignement de l'histoire. Est-ce que vous partagez sa vision? Quelles sont les différences principales d'après vous? Donc, il est clair que les méthodes d'enseignement ne sont pas les mêmes. Chaque pays a ses méthodes d'enseignement qui sont liées, eux aussi, à mon sens, aussi aux aspects culturels, aux aspects des mœurs, etc. Moi, personnellement, ce que j'en pense, je pense que les deux sont très complémentaires. Que le fait d'avoir des approches différentes à l'apprentissage d'une matière, ou de plusieurs matières, par exemple, on n'a pas la même approche dans l'apprentissage de l'italien ou du français, ne peut qu'enrichir nos enfants, nos élèves, et leur permettre d'avoir des outils multiples à l'approche de l'apprentissage même. Donc ce n'est que les facilités dans l'apprentissage. Donc moi je ne vois aucune contrainte, au contraire pour moi c'est une valeur ajoutée d'avoir ces différences de méthodes et d'approche. Une dernière question, quelle est la typologie des familles italiennes ou franco-italiennes ou italo-étrangères qui inscrivent leurs enfants à la section italienne? Quel type de famille? Nous avons, donc en général, nous avons plusieurs types de familles. Alors ça peut être des expatriés, donc qui arrivent d'Italie, ou des Italiens qui sont expatriés ailleurs dans le monde et qui puis sont venus se retrouvent en France à un certain moment du parcours professionnel des parents. Ouais. Ouais. Nous pouvons avoir des familles françaises qui, par contre, ont travaillé pour des groupes italiens et donc ils reviennent en France après avoir passé quelques années en Italie. Nous avons aussi des familles qui sont inscrites... Ça c'est très intéressant, excusez-moi, mais ça c'est très intéressant. Ça chez Balzac aussi on me l'a dit. C'est-à-dire qu'il y a par exemple des familles françaises qui passent une période en Italie pour le travail du papa ou de la maman et qui, en revenant en France, ne souhaitent pas couper totalement leur relation avec l'Italie et par conséquent... Oui, mais c'est parce qu'en fait, cela revient toujours à ce que disait monsieur le proviseur tout à l'heure, même monsieur Pugliese, c'est que ici, et ça c'est important, c'est quelque chose de très important à comprendre, on n'a pas des cours de renforcement de la langue. Ici, à travers la langue, en fait, l'apprentissage de la langue nationale, les élèves accèdent à tout ce qui est lié à travers la langue, à la culture, à la tradition, à la morale, aux sentiments, à tout ce qui est propre à un pays. Donc, ce n'est pas un simple apprentissage de la langue. Et donc ça, c'est très important parce que le tout mis sur une matrice française, avec une interaction transversale, fait que les élèves, à la fin, en fait, acquérissent au-delà de spécificité de la culture des pays d'origine, la spécificité de la culture française, mais aussi une ouverture sur le monde. Ouais. Et surtout, c'est une sorte, si vous voulez, d'apprentissage des valeurs qui sont la tolérance, qui sont la capacité de comprendre la différence. Et donc, quelque part, c'est une façon d'avoir une liberté supplémentaire dans l'approche du monde. Ouais. Parce qu'en comprenant, parce qu'en fait, ça permet aux élèves d'avoir une connaissance plus approfondie de l'autre. Voilà, de la diversité de l'autre. Donc, en quelque sorte, ça leur permet d'avoir des valeurs. Donc, souvent, on me dit c'est un privilège d'être ici. Moi, j'ai dit c'est surtout une responsabilité. Parce que les élèves, après,
c'est les futurs ambassadeurs de ces principes. Donc, on leur donne aussi une responsabilité. C'est ça qui est la valeur ajoutée de cette école. La compréhension des raisons de l'autre. Donc, la différence et donc une véritable mentalité internationale. Est-ce que le proviseur veut dire un tout dernier mot comme ça pour conclure cette petite conversation? L'intérêt de ce lycée, son charme, sa force, c'est qu'il véhicule cet esprit d'ouverture, de tolérance, de curiosité, d'intérêt pour l'autre. Et alors je ne dis pas qu'ailleurs ça ne se fait pas, mais alors ici, c'est vraiment profondément ancré dans l'esprit, dans la pratique de chacun. C'est la raison d'être de ce lycée. Merci, merci infiniment. Merci à tous. Merci à vous. Merci.